Je précise, bonjour à tous, que vous assistez un petit peu à mes débuts de monteuse vidéo, de youtubeuse, essayant de se perfectionner, hein, donc soyez indulgents. Mais je tenais donc à vous présenter l'ensemble de mon œuvre déjà, pour commencer, parce qu'il n'y a pas que l'ABC d'astrologie karmique. Ceux qui me connaissent depuis les années 90 me connaissent surtout au travers de mon livre sur la lune noire et celui sur les nœuds lunaires, anciennement intitulé Découvrez votre destinée grâce à l'astrologie karmique, et réédité sous le titre Les 144 voies du thème astral aux éditions Lulu. Alors je précise que c'est ce livre qui a convaincu la majorité des astrologues de l'intérêt d'utiliser les nœuds lunaires dans l'étude d'une carte astrale. Et en 30 ans de pratique, je peux dire qu'il a complètement fait ses preuves à la pratique, puisqu'on y lit énormément d'informations et que c'est l'axe et la pierre angulaire de l'étude karmique du thème. Alors je déplore qu'il y en ait qui utilisent les nœuds lunaires avec mon livre, qui plus est, sans pour autant parler d'astrologie karmique et de réincarnation, ce qui n'a, de mon point de vue, aucun sens, hein. Voilà, mais pour que vous ayez un petit peu une idée d'ensemble, c'est un enseignement qui doit faire en tout 1000 pages, en donc 5 ouvrages de base. Enfin, il y en a eu longtemps que 4. Mon petit dernier, traitant davantage de l'astrologie médicale et étant soucieux de transmettre ses connaissances, hein. Parce que j'insiste là-dessus, sur la différence entre un auteur et un praticien. Un auteur comme moi a toujours eu le souci d'apporter sa pierre à l'édifice de la connaissance, et surtout après avoir constaté beaucoup de lacunes dans l'astrologie classique, en raison d'une pratique intensive à l'époque du Minitel où j'étudiais, mais à la queue leu les thèmes astrologiques, ce qui n'était pas le cas des anciens astrologues qui mettaient au moins une journée entière à monter une carte astrale. Cette pratique intensive permet un regard beaucoup plus global sur notre connaissance, et c'est ce qui m'a permis de la faire évoluer, progresser, tout en revenant en réalité à la tradition qui enseignait réincarnation et peut-être pas karma, puisque c'est un terme sanskrit, mais on verra plus loin que en fait nous avons nos propres appellations en Occident pour exactement les mêmes choses étudiées en Orient, hein, ce que peu ont compris malheureusement. Parce qu'il faut connaître l'ésotérisme occidental pour savoir ça. Alors, comme vous pouvez le voir, et sans transition, je ferai mieux quand je serai perfectionnée. Mais je vous montre le thème du jour, où on voit clairement la conjonction nœud-nord-à-Chiron. Et vous montrer ça me permet d'introduire mon propos suivant, qui est un extrait, car ce matin, à mon réveil, je suis tombée sur une vidéo de Léo, des décodeurs, très intéressante et qui revient, notamment, je n'extrais que cette partie-là, vous regarderez le reste si vous voulez, la partie où il nous parle de l'éther, en précisant bien, hein, que ça a été plus ou moins éliminé de la connaissance scientifique en 1905 seulement, et c'était contemporain du début
de l'invasion de la médecine par les Rockefeller. Hein. Je le précise parce que l'éther, Léo ne fait que le découvrir, mais en tant qu'astrologue, on le connaît de longue date puisque c'est le fameux 5e élément. Hein. On travaille avec les éléments en astrologie, les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, qui doivent être en équilibre pour nous parler d'une personnalité équilibrée qui peut aller plus loin. Donc en termes évolutifs déjà, observer ces 4 éléments nous permet d'établir un diagnostic et ce qui est à travailler. En général, il faudra essayer de combler l'élément manquant, par exemple la terre, en cultivant la terre si on n'est que dans l'air. Et en revanche, s'il manque un élément, oui, là c'est un déséquilibre qu'on identifie comme ça. Et donc, comme je l'ai fait savoir en parlant de la Kundalini, où on parle, c'est un feu. En Occident, dans l'ésotérisme occidental, on parle du feu secret. Et en fait, cette idée d'éther correspond au prana indien et au ki chinois. Ce sont 3 mots différents émanant de cultures différentes, mais nous parlons toutes de la santé et de l'évolution humaine. Voilà. Et en réalité, pourquoi les Occidentaux l'ignorent? C'est parce que nous avons eu l'Inquisition en Occident. Hein, je le rappelle, on a mis dans l'ésotérisme toutes les connaissances qu'on ne voulait pas sur la place publique, dans le savoir officiel. Et ça, c'est l'œuvre de l'Église catholique, malheureusement. Voilà, ce qui fait que il y a énorme. Moi, je constate régulièrement une incroyable ignorance de la part des profs. L'intelligence du vivant. Sur quoi est stockée cette information du vivant? D'accord? Prenons l'exemple d'une salamandre, grâce à cette vidéo, qui enregistre l'évolution cellulaire de la création du corps du reptile du stade monocellulaire à la naissance. Donc, si on regarde la vidéo, on va regarder un petit peu en accéléré, hein, on va voir que tout commence avec une cellule. D'accord? Et une fois que cette cellule et le processus de création de la vie est lancé, elle s'est dupliquée. Ensuite, les 2 sont devenus 4. Les 4 sont devenus 8. Et ensuite, ça se divise en de plus petits morceaux. Ça, c'est une vraie vidéo. Ce n'est pas une animation 3D. C'est une vraie vidéo filmée par une caméra et c'est un time-lapse. Donc, c'est plusieurs photos qui sont superposées sur une très longue durée. Voilà. Donc là, vous voyez les cellules se former. Alors forcément, on va accélérer un petit peu. On va voir, donc là, c'est à l'extérieur que ça commence à former des formes complexes. Ensuite, on peut voir des mouvements, etc. Mais après, petit à petit, on commence à voir la formation d'un corps. Ensuite, ça commence à prendre forme. Ça bouge à l'intérieur. Ça continue encore à prendre forme. Hop, vous pouvez voir ici, voilà, maintenant ça commence à prendre forme, voilà, de plus en plus. Et voici, hop, là on commence à être pas loin de la finalité là. Voilà, le corps est plus ou moins complet, il manque les yeux qui vont pas tarder à venir.
Voilà, donc ça c'est une salamandre dans l'œuf. Ok. Voilà, les yeux sont formés également. Et vous voyez toute la complexité du corps, la peau, les organes les organes externes, les yeux, la bouche, etc. Mais aussi les organes internes, les muscles, l'ossature, ouais, les organes, tout simplement. Et en fait, on arrive au stade où, hop là, tant qu'il sort de l'œuf, et ça y est, la vie avait commencé avant. Mais là, la vie, elle est maintenant libre de confronter la réalité universelle. Voilà. Et si vous vous rappelez, tout ça a commencé avec une cellule. Une cellule. Ça, c'est un détail très important à garder en tête. À la base, c'est une cellule. Bien sûr, il y a aussi le spermatozoïde qui vient lancer le processus. D'accord? Donc, ce sont finalement deux cellules qui se rejoignent. Mais c'est la première cellule, enfin, le spermatozoïde sert d'activateur. Plutôt, il apporte le code génétique et l'information génétique pour dire allons-y, quoi. Et donc, tout ça part d'une cellule. Ces cellules, quand elle est seule, unique, c'est une seule cellule. Mais ensuite, quand elle se duplique, c'est 2 fois la même cellule. Ensuite, c'est 4 fois la même cellule. Puis 8 fois, c'est la même cellule qui se multiplie. D'accord? Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, d'accord, qui fait que certaines cellules décident de devenir la peau. Certaines cellules décident de devenir les os. Certaines cellules décident de devenir le cerveau, le cœur et ainsi de suite. Maintenant, on revient à l'émission. Donc, comment les cellules savent ce qu'elles doivent faire? Ça, c'est la question qui est soulevée en regardant cette vidéo, en voyant cette cellule seule se multiplier. Et puis, ces cellules qui se multiplient forment un groupe de cellules, mais identiques. Puis à partir d'un moment, elles changent de nature. Comment elles savent ce qu'elles doivent faire? Comment la cellule qui a la même forme que l'initiale sait qu'à un moment donné, elle doit commencer à changer? Qu'est-ce qui fait que? Alors, du coup, la question qu'on peut se poser à la suite de ça, c'est quel est le support de stockage de l'intelligence naturelle? Pourquoi je pose cette question? Parce que l'évolution de cette cellule qui conduit à la création, à la formation de ce magnifique corps de cette salamandre, semble suivre une intelligence, une certaine intelligence. D'accord? Mais la question qui se pose, c'est où est stockée cette intelligence? Cette base de données qui indique à la salamandre, enfin aux cellules de son corps, fais ci, fais ça, fais ça. Où est stockée celle-ci? Parce que c'est clairement pas la salamandre elle-même qui le fait. On est d'accord. Donc il y a quelque chose qui dirige, qui canalise l'énergie et qui permet à cet ovule de se multiplier, de se transformer en un corps. Donc, où est stockée cette intelligence qui guide ce processus d'évolution? Alors, il n'y a pas réellement de réponse moderne à cette question, car elle a été soigneusement ignorée par la communauté scientifique. Où est stockée la mémoire de l'intelligence du vivant? Parce qu'il y a bien une. Et c'est dans cette mémoire que les cellules vont piocher l'information pour savoir que faire lors de la formation du corps. Maintenant, on va parler un peu de l'éther, parce que justement, il semblerait que la réponse se trouve là-dedans. Les anciens parlaient de l'éther. En physique, l'éther, jusqu'en 1905, était considéré comme la substance qui remplissait l'espace. On va dire, ils voyaient ça comme le contenant de tout. Tout est fait d'éther. C'est pas le vide, mais c'est ce qui... c'est le contenant, on va dire, d'une certaine façon. C'est l'équivalent de l'eau pour les poissons. L'éther, c'est l'équivalent de l'eau pour les poissons, mais l'éther, c'est pour tout. C'est le contenant, c'est là où nous sommes et nous évoluons. Et jusqu'en 1905, c'était sérieusement étudié. Et c'est un principe et un concept très, très, très ancien. Mais à la même époque où on a fait sauter beaucoup, beaucoup de formes de médecine fonctionnelle pour les remplacer par un type de médecine, on a fait la même chose avec certains principes scientifiques et on a fait disparaître l'éther pour laisser place aux champs électromagnétiques et après, plus tard, le champ de Higgs et tout ça. Enfin bref, voilà. Et on a un peu zappé l'éther alors que l'éther a été toujours un élément étudié par les physiciens dans l'histoire, quoi. Voilà. Et c'est un concept très ancien.
Et c'est un concept très ancien qui est symbolisé par un symbole très ancien, qui est celui-là. Donc beaucoup le reconnaissent, mais oubliez le sens que certains donnent aujourd'hui. Ce n'est pas le drapeau d'un État. À la base, ce que ça symbolise, c'est l'éther. D'accord? C'est le tout. C'est cette substance qui est à l'origine de tout. Et l'éther divisé en 4 éléments, ça donne ça. Et en fait, ce sont 4 différents symboles dont quelqu'un avait fait la remarque intelligente de me rappeler qu'il y en a 2 qui sont statiques. Donc la terre et l'air sont statiques, mais l'eau et le feu provoquent un mouvement. L'eau qui tombe du ciel, il provoque un mouvement. Et le feu qui pousse les choses, qui les transforme et qui les transforme en fumée, ça provoque un autre mouvement. Donc il y en a un qui emmène des choses du ciel vers la terre et l'autre qui emmène les choses de la terre vers le ciel. Et en fait, ce sont les différents symboles des éléments que quand vous les superposez ensemble, ça vous donne celui-là. Et le point au milieu, c'est censé représenter l'union de tout ça. Donc voilà. Et ben, les anciens parlaient de l'éther. On avait parlé de l'éther dans le... Il y a 3 lives de ça, donc dans les civilisations prédiluviennes, souvenir d'un passé lointain et imminent, parce que justement l'éther, ça va redevenir un sujet bientôt. Alors, selon les anciens, toute chose qui existe est une fréquence vibratoire de l'éther, y compris l'information et même les pensées, parce que qu'est-ce qu'une pensée si ce n'est qu'une information? Selon les anciens, l'éther a de la mémoire, tout comme l'eau, qui selon eux n'est rien d'autre que l'éther vibrant à une fréquence spécifique. Donc si vous prenez l'éther et vous le faites, l'éther étant le vide, voilà, enfin le contenant, quoi, et vous le faites vibrer d'une manière électromagnétique, j'imagine, à une certaine fréquence, bah, ça devient eau. L'eau et l'éther, ce sont 2 manières, deux façons de représenter la même chose, on va dire. 2 différents états de la même chose, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, selon les anciens, la mémoire de l'intelligence du vivant se trouve dans l'éther, sous forme de vibration. Probablement électromagnétique, parce que justement, mes recherches ne m'ont pas encore permis de comprendre la nature de l'éther, étant donné que les anciens avaient un langage qui est très différent de celui d'aujourd'hui. Quand ils parlent de ce sujet-là, la science de l'époque fonctionnait très, très, très différemment de la science d'aujourd'hui. Donc, c'était une vibration. Quelle vibration? Je ne sais pas, mais c'est une vibration. Alors, je veux essayer d'apporter une conclusion à ce propos qui peut paraître passablement décousu en raison du fait que je maîtrise pas du tout le montage. Mais enfin, je vous encourage donc à aller voir la vidéo de Léo. Je mettrai un lien sur mon Patreon et aussi bien entendu à vous abonner à ma chaîne, mais surtout à mon Patreon, sachant que mon mode d'expression le plus naturel, c'est l'écrit plutôt que l'oral. Hein, même si j'étais très jeune, très douée pour l'oral, mais comme je dis, apprendre à se taire fait aussi partie du chemin. Et une fois qu'on l'a appris, eh bien, du coup, on parle moins à tort et à travers, comme font beaucoup, malheureusement. Hein. La France se paie de mots de longue date, c'est vraiment un vice français. Et en revanche, eh bien, j'insiste pour un retour à l'écrit. Tous les cours de l'association sont par écrit parce qu'il y a un aspect thérapeutique. L'écriture est en elle-même thérapeutique en ce sens qu'elle permet de rassembler ses idées, les mettre à plat, et c'est déjà un début de clarification personnelle. Voilà. Donc, on en restera là pour ce qui est de rabouter un petit peu entre l'ésotérisme occidental et l'Orient, mais bien entendu, il y a quantité d'autres choses à dire sur notre tradition occidentale. J'en profite pour rappeler que j'ai ouvert une playlist sur la chaîne de l'école avec diverses vidéos revenant à l'antiquité de la philosophie,
parce que ça aussi, c'est des connaissances qui manquent à beaucoup, hein. Il m'est encore arrivé dernièrement sur Facebook de croiser un jeune qui m'affirme péremptoirement du haut de son ignorance que les Grecs ne croyaient pas en la réincarnation. Bah écoutez, plutôt que de me prêter à des polémiques inutiles, comme je dis, moi je ne débat pas, j'enseigne, parce que pour débattre, il faut que tout le monde soit à même niveau de connaissance, et c'est très très loin d'être le cas. Pas pour rien que j'ai une école, c'est précisément pour enseigner les esprits. Voilà.